Bonjour à tous. Voilà, je suis heureux de faire cette présentation aujourd'hui. Je suis le propriétaire et directeur du château de Villandry et je vis sur place à temps plein, donc je ne m'absente jamais du lieu. My presentation will be in French, but I hope our English spectators will get the translation. Je vais commencer par une petite présentation historique parce que je crois qu'il est très important quand on s'occupe d'un lieu qui est doté de ses jardins et de son château, de bien comprendre ce qui s'y est déroulé en fait. Moi, quand je me promène dans mes allées, je pense toujours à ceux qui m'ont précédé et il y a toute une épaisseur temporelle en quelque sorte dans un lieu comme Villandry. Et il faut s'approprier cette épaisseur, ne pas vivre uniquement dans le présent, mais vivre dans les 500 ans, voire les 1000 ans qui vous ont précédé. Ça permet de prendre des décisions, puisque on peut prendre les décisions que sur le présent, évidemment, mais imprégnées du bon sens de ceux qui vous ont précédé et qui chacun ont laissé une strate très, très importante. Quand on voit cette image, par exemple, on voit le donjon médiéval et on pense à ce qui s'est déroulé il y a 1000 ans, par exemple, quand Villandry s'appelait Colombier et que nos deux rois, Henri II, donc Plantagenet et Philippe Auguste, s'y sont rencontrés. C'était les débuts de la terre de Villandry. Et puis, on peut franchir 500 ans et se situer à la Renaissance, qui est la grande période un peu glorieuse pour notre région de Val-de-Loire, le moment où les rois de France vivaient ici, et où donc un très bon secrétaire des finances de François Ier a édifié le château Renaissance, que vous voyez là, sur les fondations du château du Moyen-Âge. Encore 250 ans, et donc Monsieur de Caslan, issu d'une très ancienne famille de la noblesse provençale, qui réaménage entièrement l'intérieur du château, comme vous voyez, dans un tout à fait pur style Louis XV et au goût un peu provençal, puisqu'il était provençal lui-même. Et continuons. Alors, Jérôme Bonaparte, frère cadet de Napoléon, était brièvement propriétaire de Villandry. Et on voit qu'à cette époque, on a créé un parc à l'anglaise. Et vous voyez que les jardins, ça ne résiste pas à l'évolution du goût. Le cadre reste le même en quelque sorte, mais le cadre qui est ce petit vallon où sont étagés nos jardins et le château lui-même qui est très, très, très durable. Mais les jardins évoluent au gré des changements. À la fin du 19e siècle, tout le monde en France a voulu créer un parc romantique à l'anglaise, comme vous voyez sur ces photographies. Et puis là, mon grand-père, si on va maintenant au XXe siècle, qui a restitué les jardins actuels dans l'esprit de la Renaissance, qui font la fierté de Villandry, après avoir restauré le château qui a été modifié au XVIIIe siècle. Il a voulu retrouver la période de référence, en quelque sorte, de Villandry, qui est la Renaissance, l'époque de Jean Breton. Et puis voilà, moi j'ai succédé à mon grand-père, à mon père. Il y a toute une série familiale qui se déroule à Villandry, mais pas uniquement ma famille, toutes celles qui m'ont précédé. Il faut vraiment bien comprendre ce qui s'y est déroulé pour pouvoir gérer au quotidien, comme je vous le disais. Et la présence familiale apporte en quelque sorte un supplément d'âme à nos monuments. Et je pense que c'est un point important de la gestion. Les visiteurs qui font vivre ce lieu, qui sont les mécènes de ce lieu, sont très sensibles en quelque sorte à ce lien un peu intime qui existe entre le monument et celui qui l'anime. Je vais survoler aussi, on a survolé l'histoire, on peut survoler la géographie du site, en quelque sorte. Il y a ces deux dimensions qu'il faut s'approprier, le temps et l'espace. Et on voit ici le fameux potager restitué donc par Joachim sur l'emplacement du potager du XVIIIe siècle, peut-être aussi de la Renaissance, dans l'esprit d'André du Cerceau, des gravures des dessins d'André du Cerceau. Potager, le jardin d'ornement. Tous ces jardins sont en fait construits dans un talweg, un terme allemand qui désigne un petit vallon qui permet de faire défiler les eaux du plateau au niveau supérieur jusqu'à la vallée et ils vont rejoindre le Cher. Et donc, il y a cet étagement et ces 4 terrasses qui forment le jardin de Villandry qui entourent le château. C'est assez étroitement
liées à ce que nous propose, comme je vous le disais, Jacques-André Ducerceau. Le troisième niveau, si on franchit les étages, et cette grande pièce d'eau créée par Caslan donc au XVIIIe siècle, supprimée au XIXe siècle, puis restituée par mon grand-père. Voilà, c'est plutôt, on quitte la Renaissance et on se rapproche plutôt de le nôtre et du jardin à la française. Ce qui est très important dans la gestion quotidienne, c'est vraiment de se... Moi, je vis sur place, donc j'ai ces jardins et ces visiteurs et les personnes qui travaillent en permanence sous mes yeux et le monument. Il est très important de les parcourir vraiment chaque jour. Je sais que je fais au moins 2 kilomètres de marche par jour en faisant un tour complet, voire 2 tours, parce qu'il y a constamment des choses qui ne vont pas. Donc, le propriétaire, il doit avoir un œil qui ne s'habitue pas à la médiocrité et repérer tout ce qui peut ne pas aller. Il y a une multitude de détails dans un jardin et dans le château, des fontaines qui ne fonctionnent pas, des arbres mal taillés, des mauvaises herbes, toutes sortes de petites choses auxquelles, voilà, c'est le rôle du propriétaire de repérer ces problèmes et d'y apporter une solution. Au bout de 30 ans sur place, je dois dire que je suis habitué à toutes les petites difficultés. Je sais assez rapidement comment y remédier, y compris tous les problèmes informatiques, évidemment. On continue dans les différentes terrasses. On a ce labyrinthe qui est assez, et justement, qui s'inscrirait bien dans les livres de Ducerceau. On a un jardin de plantes médicinales. Et comme je vous ai parlé de géographie et d'histoire, je souhaite aussi vous apporter quelques éclairages sur l'évolution des jardins à travers les plans. C'est un sujet qui n'est pas tellement connu à Villandry, parce qu'on connaît le jardin actuel, on connaît moins les jardins qui l'ont précédé. Le plan le plus ancien, qui est de la toute fin du XVIIe siècle, montre le château, voilà, qui n'a pas bougé évidemment, qui est ici, et 2 terrasses, dont une de verger et celle-là qui est peut-être un potager. En tout cas, au XVIIIe siècle, quand M. de Caslan entreprend des grands travaux, il achète toutes ces maisons qui sont très proches du château. Il demande l'autorisation de les détruire et il agrandit son potager. Ce qu'on voit sur ce document à droite, où il est tout à fait respectueux de la réglementation française, toujours un petit peu l'autre, mais où toutes les autorisations sont demandées avant de faire les travaux, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mot potager quelque part ici et qui montre que, voilà, à l'emplacement de l'actuel potager de mon grand-père, il y avait au XVIIIe siècle un potager. Le calasse napoléonien autour de 1808, je crois, qui montre que finalement, mon grand-père, il a créé ces jardins très connus aujourd'hui, qui sont une création contemporaine dans l'esprit de la Renaissance, mais tout de même une création contemporaine, mais en s'appuyant exactement sur les 3 terrasses qui existaient au XVIIIe siècle finalement, et qui ont été occultées au XIXe siècle par ce grand parc à l'anglaise. Mais il a retrouvé tous les murs de fondation, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se déplace, mais qui sont ici, et à partir de ce cas général, il a recréé les jardins actuels en s'inspirant. D'ailleurs, là, j'ai la matrice cadastrale qui va avec le cadastre, où on voit qu'il y avait un jardin potager au couchant du château. Voilà le jardin romantique à l'anglaise. La plupart des jardins français ont eu cette transformation. Je sais, à la fin du 19e siècle. Il y avait un très beau parc à l'anglaise créé par M. Pierre-Laurent Garlot, qui s'était enrichi sous le directoire et qui voulait faire une œuvre majestueuse à Villandry. Et voilà, on est revenu, voilà, l'actuel potager. On est revenu aujourd'hui à un style plus français, en quelque sorte, plus en harmonie avec le château. C'est ça l'idée générale. Voilà les travaux de mon grand-père, le même angle. Mes arrière-grands-parents y ont consacré toute leur fortune, en fait. Mon grand-père était chercheur en médecine, venu d'Espagne. Ma grand-mère était également chercheur en médecine, venu des États-Unis. Donc, tous les deux étrangers. Ils se sont passionnés pour la France et son patrimoine. Et ma grand-mère américaine, qui avait hérité d'une partie de la fortune familiale, y a consacré voilà, toute cette fortune. Et donc, moi, quand je vois des cousins américains, je leur dis que c'est de l'argent américain
bien investis en France. Ils sont toujours très heureux puisque ça a été fait il y a 100 ans et ça reste un élément important de notre patrimoine national. Le plan qui a permis à mes arrière-grands-parents, qui étaient tous les deux très scientifiques, de passer d'un parc à l'anglaise à un jardin à la française, autour de 1910. Voilà l'une des sources principales d'inspiration. Ça, c'est Bury, près de Blois, château de Florimond-Robertet, qui était un supérieur hiérarchique de Jean Breton dans l'administration de François Ier. Bury n'existe plus, malheureusement, mais on voit bien un potager au niveau le plus bas, la basse-cour près du château, et puis le jardin d'ornement qui prolonge les salons du château. Aujourd'hui, il y a encore eu quelques améliorations avec notre jardin du Soleil, dont je vais peut-être montrer quelques photographies plus récemment. Et alors maintenant, je vais vous donner quelques éléments de gestion qui ont été mis en œuvre à Villandry pour faire de Villandry un des châteaux les plus visités du Val-de-Loire et qui se finance à 100%, à la fois son entretien et ses gros travaux. On passe sur un graphique qui vous montre l'évolution de la fréquentation touristique depuis le début, en quelque sorte, de l'essor touristique autour de 1970. Vous voyez, il n'y avait que 50 000 visiteurs à la période actuelle. Alors, ce que je pourrais faire comme commentaire, c'est que Villandry a émergé parmi les châteaux de la Loire et en 1970, nous étions loin d'être dans les plus importants. Chenonceau, plutôt Azel-Rideau, qui est notre voisin immédiat, avait déjà plus de 200 000 visiteurs à cette année-là, et Chenonceau déjà 400 000. Et Villandry avec 56 000, c'était nettement insuffisant. Donc, mes grands-parents qui ont un peu lancé cet élan touristique ne s'en sortaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à entretenir correctement les jardins. Ils avaient 4 jardiniers et maintenant on en a 10, et encore moins à réaliser les gros travaux qui sont une préoccupation constante d'un propriétaire d'un monument ancien. Parce que sur même 16 hectares de jardin et 5000 mètres carrés de bâtiments, il y a toujours quelque chose qui se dégrade et les gros travaux, on ne peut pas les différer indéfiniment. Il faut vraiment avoir une programmation bien établie et essayer donc de façon autonome, si possible, de générer suffisamment de recettes grâce au monument lui-même, ce qui n'est pas évident. Heureusement, on est dans le Val-de-Loire, donc le tourisme est important, mais encore a-t-il fallu le développer plus qu'il ne l'était. Et la philosophie familiale que je poursuis, alors moi je m'occupe de Villandry depuis 1993, ça a toujours été de miser sur la qualité en quelque sorte, à la fois la qualité de l'accueil, la qualité de l'entretien, la qualité des restaurations, de façon à chaque année essayer d'avoir un petit peu plus de visiteurs jusqu'à ce qu'on arrive à un seuil qui nous permet d'être complètement indépendants. Et puis, ces visiteurs supplémentaires nous ont permis pendant ces nombreuses années de progression d'investir en permanence voilà, sur les éléments dont je vous ai parlé. Ce que je continue à faire, puisque maintenant on est stabilisé à 350 000 environ. Notre pic de fréquentation était l'année 2000, on le voit ici, avec plus de 360 000 visiteurs. Il s'agit de visiteurs payants. Et contrairement aux principaux châteaux de la Loire qui ont plutôt atteint leur pic en 90-91. On a continué à progresser. Moi, j'ai lancé beaucoup d'animations à partir de 97 et ça a eu un effet assez important. J'en parlerai un peu plus tard, notamment sur la fréquentation des visiteurs locaux. Oui, alors ce qui nous a aussi beaucoup aidé finalement, c'est que parmi les châteaux de la Loire, Villandry est le château des jardins en quelque sorte. Il y a une centaine de châteaux ouverts au public de façon professionnelle dans le Val-de-Loire.
d'Angers à Orléans. Et c'est très nombreux, mais Villandry est vraiment reconnu maintenant comme le château des jardins en quelque sorte. Et il y a une telle recherche aujourd'hui de la part de nos concitoyens voilà, d'un ressourcement et d'un contact avec la nature que le thème du jardin joue un rôle très, voilà, très positif et permet de faire en sorte que Villandry se différencie des autres. Évidemment, un jardin, c'est aussi plus coûteux puisque entretenir simplement le château, ça coûterait, je pense, plus que 2 fois moins que le jardin. Parce qu'un jardin, c'est un travail quotidien. On ne peut pas s'arrêter. On a bien vu ça avec l'affaire du Covid. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de recettes qu'on pouvait se permettre de ne plus entretenir le jardin. Donc, c'est un grand atout, mais c'est aussi une responsabilité et une difficulté, puisqu'il faut en assumer les dépenses. Et donc, ce cercle vertueux qui nous a permis de miser sur la qualité et puis de progresser en termes de visitorat est très axé sur le bouche à oreille positif. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur ce sujet, je me promène toujours au milieu des visiteurs, j'écoute ce qu'ils disent. On surveille très étroitement les retours sur les réseaux sociaux, que l'on anime également beaucoup, et on essaye de faire en sorte de fournir de la beauté et bonheur à nos visiteurs. Et je dois dire que la durée de visite moyenne à Villandry est très élevée. On a fait des tests avec les différents châteaux de la région et en été, on est à une durée moyenne de 4h30, ce qui est tout de même très, très élevé. C'est la durée moyenne, donc il y a des visiteurs qui restent toute la journée vraiment sur place. Ça fait qu'on leur offre tout un panel, en plus de la beauté jardin, de restaurants, de salons de thé, de boutiques, et ça permet de passer une journée complète à un tarif très, très raisonnable, je dois dire, puisque le coût total château et jardin est de 12 €. Mais ça fait vraiment très plaisir de voir le monde entier qui se réunit à Villandry dans un certain plaisir et bonheur. Alors, quelques éléments. Vraiment, on a réussi à financer 15 millions d'euros hors taxes depuis la fin des années 90, de gros travaux. Je vous montre quelques-uns de ces éléments. Les charpentes, par exemple, à droite, ont été entièrement refaites en conservant le maximum d'éléments valides. Les lucarnes également. Voilà, j'ai un programme chaque année d'environ 300 000 €, parfois plus, de gros travaux ces derniers temps. Ça a permis d'amortir le choc du Covid parce que j'ai pu réduire un peu ces gros travaux qui ne sont pas complètement indispensables. J'ai néanmoins refait l'accessibilité. Là, c'est début 2020, cette photographie à gauche. On a complètement reposé les pavés pour que les personnes en fauteuil puissent rouler plus aisément. Voilà, mais c'est toujours un grand plaisir aussi de faire des travaux. Et on a l'impression qu'un monument historique, c'est un puits sans fond en quelque sorte. On a des visiteurs qui nous apportent beaucoup de recettes et ces recettes sont entièrement déversées dans la pierre et le végétal évidemment, puisque les végétaux, il faut aussi les remplacer régulièrement. Je parle d'un programme événementiel. C'était un peu une innovation que j'ai mis en œuvre, auquel mes parents n'avaient pas pensé. C'était sans doute pas encore dans l'air du temps. Mais ces événements que nous organisons très régulièrement, on a une très belle fête des bougies et avec feux d'artifice et animation dans les jardins pendant l'été, qui a beaucoup de succès. Ça permet de faire revenir les Tourangeaux, nos visiteurs locaux, d'attirer l'attention de la presse, qui est très important. Et puis, c'est aussi une façon de faire en sorte que nos locaux soient nos meilleurs ambassadeurs, en quelque sorte, auprès de leurs amis de passage. Alors, l'équipe de jardiniers, donc voilà, ils sont 10. Ce que je vous disais, c'est qu'on a pu vraiment progresser et 4, c'était complètement insuffisant, même si on a créé des nouveaux jardins depuis. 10 semble un bon niveau, mais encore fallait-il pouvoir les payer. Et pour qu'ils soient motivés, il faut des bons salaires, il faut du bon matériel. Comme disait notre précédent intervenant, le matériel, c'est quelque chose de très important. C'est à la fois motivant et aussi ça permet d'optimiser quand même le travail des jardiniers. Donc, il faut bien prêter attention à ça. Avoir un contact vraiment très, très
quotidien avec mon équipe de jardiniers. Il y a un chef jardinier à Villandry, mais c'est quand même moi qui suis responsable du bon fonctionnement et je suis en dialogue permanent avec lui et avec les jardiniers. Et 3 familles vivent sur place. C'est aussi un élément important puisqu'on a constamment quelqu'un qui est de garde en quelque sorte, qui peut la nuit se réveiller s'il y a des alarmes, s'il y a un problème particulier. Et aussi, ça crée une proximité entre ceux qui vivent sur place et le lieu. Et vraiment, je dois dire que mes jardiniers, ils s'approprient ce lieu et ils ont envie qu'il soit beau. Ils reçoivent des félicitations des visiteurs avec qui ils peuvent dialoguer. C'est très gratifiant. Et voilà, une bonne équipe de jardiniers et un bon chef jardinier, c'est quand même au cœur de la réussite du jardin. Oui, je vous parlais du coup de remplacement des végétaux. Je vois, enfin, c'est un peu un détail, mais on est en train de remplacer tous nos buis. Je vois, j'y pense en voyant la photographie de droite qui est de mars 2020, je suppose, par des variétés résistantes aux maladies fongiques. Alors, pour terminer, une courte description de la façon dont nous avons résisté au Covid, ou plutôt à la Covid, visiblement. Qui s'est déclenché le 15 mars ou le 14 mars 2020. Et du jour au lendemain, quasiment, il a fallu fermer. Et c'est vrai que j'étais un peu inquiet au départ, puisque le mois de mars, c'est le moment où notre trésorerie est basse. Évidemment, puisqu'on a passé tout l'hiver, il a fallu financer toutes les dépenses de l'hiver sans recette. Et à partir duquel, traditionnellement, cette trésorerie remonte. Mais finalement, on s'en est bien sorti. Voilà, un an après, je dois dire que j'ai dû passer en revue tous mes postes de dépenses et essayer de tout réduire pendant cette année-là. Vous voyez, la promotion, c'est très important, mais finalement, une année sans promotion, on peut tout à fait, ou avec beaucoup moins de promotion, c'est tout à fait possible, puisqu'on bénéficie des dizaines d'années de promotions qui étaient faites les années précédentes et qui ont généré beaucoup de presse. On a eu beaucoup d'émissions de télévision cette année 2020, avec beaucoup moins de budget publicitaire. J'ai dû réorganiser un peu l'équipe. On a fait du chômage partiel, comme ça a été rendu possible en France. Voilà, il y a une alternance. En gros, on a travaillé avec la moitié de notre équipe. Mais chacun a dû travailler un peu plus forcément pour compenser. On a, par exemple, pas taillé les tilleuls. Cette année, il y a 1015 tilleuls. Donc, c'est un gros chantier qui prend 3 mois, décembre, janvier, février, à 4. Et je me rends compte qu'on peut finalement ne pas tailler une année. Les petites branches sont un peu plus importantes, on va les tailler à la fin d'année. On a moins taillé aussi un de nos jardins de buis, on a fait une taille rapide. Mais on a réussi, en perdant la moitié de nos visiteurs, à ne pas générer de déficit. Et les visiteurs qui sont venus pendant l'été, ils étaient très nombreux en 2 mois. Et il a fallu mettre en place très rapidement un protocole sanitaire qui a vraiment très bien fonctionné pour assurer la sécurité sanitaire de nos visiteurs. Voilà ce bilan de 100 ans de gestion familiale à Villandry. J'espère pouvoir vous accueillir sur place. C'est toujours mieux qu'à travers un écran. Mais c'est vrai que ces réunions Zoom sont aussi sympathiques. Ça permet d'un petit peu moins se déplacer. Et je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions, en anglais si vous voulez d'ailleurs, ou en français. Voilà. Merci Merci à tous. Henri pour ce cercle de vertueux d'excellence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, Henri, vous pourriez enlever votre écran maintenant. Oui, je vais le retirer. Excusez-moi. Merci, non, je vous en prie. Comment fait-on? Alors, Voilà. ça va. Il suffit. Voilà, ça y est, c'est bon. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis sûr qu'il y a des questions pour... Quelle est la première question? Qui a la première? Oui, Alexia. Que pensez-vous de l'attrait actuel pour le jardin nourricier dans la population française? Est-ce que c'est une tendance durable, une mode passagère? Est-ce qu'il y a des comportements particuliers de vos visiteurs à Villandry qui vous permettent de répondre à cette question? Moi, je suis très amateur de faire jouer en quelque sorte tous les sens dans le jardin.
Et c'est vrai qu'il y a un grand besoin d'être imprégné dans le réel, en quelque sorte. Le virtuel prend toujours beaucoup de place. Moi, j'essaie vraiment d'offrir du réel. Et par exemple, on peut à Villandry déguster le raisin en août et septembre. J'empêche pas du tout les visiteurs de cueillir des grappes. D'ailleurs, ça nous simplifie la tâche quand on veut tout récolter ensuite. On peut passer la main sur les plantes médicinales et en sentir leurs odeurs. Je coupe, je donne beaucoup de légumes aux visiteurs au moment des récoltes et ils repartent chez eux avec une aubergine, un poivron, une tomate de Villandry pour faire des plats. Oui, j'ai cette fête du potager en septembre où les jardiniers sont présents et répondent à toutes les questions de jardinage. Il n'y a pas uniquement une recherche de beau, mais aussi de bon et de plaisir sensoriel en quelque sorte. Et j'essaye de remplir ma mission qui est de fournir tout ça aux personnes qui viennent à Villandry. Et quand je les vois sourire, je suis toujours très heureux.